Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, là aussi. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Mais globalement, les profs, il y a un moment, faut y aller. Faut y aller le 11 mai. Josépha, nous vivons l'agonie d'une civilisation. La fin d'un monde. Ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. On a fait un très gros travail ces dernières années sur beaucoup de sujets. Nous avons une crise, il faut y répondre et on ne se pose pas de questions. Ça n'enlève rien de ce qu'on a fait avant. Et on rebâtira sur cette base-là. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention, mieux organisé pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins. Nous sommes en guerre. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Bien. Écoutez, bonsoir d'abord à toutes et tous. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir à cette troisième édition des répliques du Big Bang autour d'une question qui finalement semble s'imposer dans le débat public. J'entendais encore hier le Premier ministre qui, lors de sa déclaration sur le plan de déconfinement, a évoqué à 2 reprises le thème de l'effondrement, pas tout à fait toujours dans le même sens qu'on peut lui donner aujourd'hui, mais en tout cas, on sent bien que la question de l'effondrement entre dans le débat public de manière beaucoup plus forte que ces derniers mois. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui à travers la crise sanitaire, c'est effectivement de savoir si cette crise annonce ou pas un effondrement de nos sociétés thermo-industrielles. J'entendais dans le générique sommes-nous en guerre? Quelque part, on peut prolonger la question initiale par une deuxième question. Vivons-nous la fin d'un monde? Et de quel monde se prépare finalement à partir de ce que nous vivons aujourd'hui? Alors, pour aborder effectivement l'ensemble de ces questions, j'ai le plaisir autour de cette tribune, de cette table virtuelle, d'accueillir d'abord Pablo Servigne. Alors je sais qu'il n'aime pas trop aujourd'hui qu'on le taxe ou qu'on l'identifie comme collapsologue, alors je vais peut-être l'identifier comme terrestre. C'est peut-être une expression qu'il préférera au terme de collapsologue, mais en tout cas, Pablo est quand même celui qui a quelque part popularisé, je dirais, enfin popularisé, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, mais en tout cas qui a rendu visible le thème de la collapsologie et de l'effondrement. Et je crois que on lui doit effectivement un essai très important, hein, comment tout peut s'effondrer, qui a été un peu je dirais au démarrage de toute l'ébullition qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de l'effondrement et de la collapsologie. Et puis il a co-signé avec Dominique, qui est aussi présent, Dominique Bourg, qui est aussi présent ce soir, un texte de proposition récent qui s'intitule « Pour un retour sur Terre », dont on aura l'occasion de parler dans la deuxième partie de ce débat. Geneviève Hazan, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est économiste, membre d'Attac, qui se définit aussi peut-être comme collapsophile, si j'ai bien compris, ou elle aussi comme terrestre, en tout cas, et qui a écrit, alors je le conseille, un très bel essai l'an dernier, intitulé « Lettre à la Terre » et « La Terre répond ».
qui a aussi participé à un entretien que j'ai pu lire ces dernières semaines dans Politis, dont le titre était Ce virus illustre la fin d'un monde. Alors la fin de quel monde? La fin du monde, en tout cas la fin d'un monde. Et là-dessus, j'espère que Geneviève Hazan aura l'occasion de rebondir. Et puis enfin, Dominique Bourg, qui est lui aussi très connu, qui est philosophe et qui est, lui, je crois, plus récemment, j'allais dire, en tout cas ces dernières années, devenu collapsologue, parce que si j'en crois les essais que j'ai pu lire il y a longtemps de Dominique, il n'était pas tout à fait à l'époque dans le champ véritablement de la collapsologie, mais quand on lit la tonalité de ses interventions de ces dernières années, là on voit qu'il y a eu un bouger, je dirais, dans ses analyses, qui lui aussi a écrit l'an dernier un bel essai qui s'intitule Le marché contre l'humanité et qui a participé, je l'ai dit à l'instant, à la rédaction des propositions pour un retour sur Terre. Alors, quand on observe effectivement la séquence historique que nous sommes en train de traverser, que beaucoup identifient comme une crise sanitaire, mais qui en réalité est bien plus que cela, on pourrait dire une crise écologique, en tout cas une crise de civilisation, on est bien forcé de constater que nous sommes en face d'un processus qui pourrait s'apparenter de près ou de loin à un effondrement. Alors, un effondrement, probablement pas dans les termes qu'utilise Yves Cochet pour définir l'effondrement. Je rappelle qu'Yves Cochet parle de l'effondrement comme un processus à l'issue duquel les besoins de base que sont l'alimentation, le logement, l'eau, etc., ne sont plus fournis à la population par des services encadrés par la loi. Alors, si on regarde un petit peu la situation qui est la nôtre aujourd'hui, on voit bien que les services essentiels fonctionnent encore, sont encore opérationnels. La distribution de l'eau, la distribution de l'électricité, les chaînes alimentaires continuent à fonctionner. Donc, on n'est probablement pas aujourd'hui, en tout cas, dans un état de sidération, comme pourrait le dire Yves Cochet. Nous n'en sommes pas là, mais reste que nous sommes bien confrontés à un processus, ce qui est quand même frappant depuis 2 mois, un processus à la fois brutal, planétaire, ce qui est quand même là une dimension que nous n'avions pas connue jusque-là. Dimension planétaire, je pense par exemple au méga-feu en Australie de l'automne, ils n'avaient pas quelque part la dimension planétaire, ils étaient encore très localisés en Australie. Ça, c'est une première dimension qui est très importante dans ce que nous sommes en train de vivre. Et puis, l'arrêt quand même d'une grande partie de l'activité économique. Même lorsqu'on a traversé la crise des subprimes en 2007-2008, l'activité économique ne s'est pas arrêtée. Ça, c'est une deuxième dimension qui me semble très importante pour caractériser notre situation. Et la troisième, là, je crois qu'il y a quelque chose de sidérant dans le fait que plus de la moitié de l'humanité aujourd'hui a vécu une période de confinement ou est en train de vivre une période de confinement. C'est quand même là quelque chose aussi de tout à fait singulier dans ce que nous sommes en train de traverser. Les effondrements sont multiples. On a un effondrement du PIB. En France, on dit que le PIB va sans doute perdre entre 7 et 10% en 2020. C'est donc un processus d'effondrement tout à fait significatif, mais effondrement des cours boursiers, effondrement du cours du pétrole. Enfin, on a toute une série de micro-effondrements qui se sont mis en branle ces derniers temps. Et donc, on a quelque part le sentiment par rapport à cette situation que les responsables économiques politiques sont dans une, soit dans une forme de dénégation. C'est le cas, par exemple, du grand patronat ou du MEDEF qui finalement n'a qu'un objectif en tête qui est de recommencer comme avant, et le plus rapidement possible. C'est cette fameuse relance dont on parle beaucoup ces derniers temps, soit dans une forme d'impuissance ou de bricolage. Moi, ce qui m'a étonné, par exemple, dans les décisions de la puissance publique en France, en tout cas depuis 2 mois,
c'est les allers-retours, les incertitudes, l'incapacité finalement à prendre en compte la gravité de la situation comme si c'était quelque chose dont il n'était pas préparé. Et donc, on est dans une situation là, on l'a vu encore hier dans la déclaration du Premier ministre, dans une situation de bricolage sur l'état en tout cas de notre pays. Alors, voilà, je lance ce débat. Les questions, la question principale, vous la connaissez, c'est de savoir si effectivement on est en face d'un processus d'effondrement. Qu'est-ce que ça annonce sur le futur? Et donc, je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Pablo, peut-être, et puis ensuite Geneviève. Pablo, à toi la parole. Merci Alain pour cette grande intro très complète. Beaucoup de choses ont été dites. Et en fait, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire court, en tout cas d'amener quelques idées sur comment cette crise est révélatrice de certaines choses. Pour moi, c'est déjà une sorte de confirmation de nos travaux. La collapsologie, l'étude des effondrements passés, présents et futurs. Nous, ce qu'on avait surtout mis en évidence dans nos travaux, c'était qu'il y avait une possibilité, je dis bien possibilité, de rupture systémique globale dans les années à venir, enfin pour notre génération. Et là, on en a vu une grandeur nature, on en a vécu une, et je dirais même qu'avec cette expérience grandeur nature, on a comment dire, la possibilité est devenue encore plus palpable, c'est-à-dire la possibilité de crise, de rupture encore plus grande, aussi globale et aussi profonde et encore plus palpable. C'est-à-dire que maintenant, les gens ils voient à quoi ça peut ressembler. Avant, c'était très théorique. Moi, j'ai toujours parlé de manière théorique avec des chiffres, des probabilités. Voilà. C'était possible. Maintenant, c'est crédible, je dirais, et c'est plus que possible. C'est probable. On peut même peut-être le chiffrer. Et alors, quand on parle d'effondrement, moi, je suis assez d'accord de toujours parler au pluriel. Il y a des effondrements. Tu l'as dit, l'effondrement des cours de la bourse, effondrement d'espèces animales ou végétales, effondrement, comme Yves Cochet, des services publics, de la loi ou des services encadrés par la loi. Tout ça, toutes ces possibilités sont de plus en plus palpables et crédibles. Les scénarios sont plus clairs et plus compréhensibles maintenant qu'il y a la crise. Et on est toujours face à la possibilité d'effondrement à la Yves Cochet. C'est toujours possible. Et là, les ruptures des systèmes alimentaires sont vraiment possibles dans les jours, semaines qui viennent. Il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement. Mais il peut y avoir aussi toujours possibilité d'effondrement de l'espèce humaine ou de pans de la biosphère, d'écosystèmes. C'est toujours en cours. Donc, voilà, c'est plutôt approfondissement je dirais, besoin d'approfondissement des études, la compréhension des collapses, de la collapsologie. Moi, ce qui me vient, bon, ça c'est bateau, mais c'est vraiment, maintenant on a une preuve de la fragilité de nos sociétés. Ça, si tu peux rebondir après sur la fragilité, Geneviève, c'est vraiment passionnant, parce que justement, c'est notre puissance ou supposée puissance / arrogance qui nous a empêché de voir notre vulnérabilité, notre fragilité. Mais plus on est puissant grâce aux énergies fossiles, plus on est vulnérable. Et moi, ce qui me saute aux yeux aussi, c'est que maintenant, on a une sorte de tension qui arrive. Donc là, on a les puissants, les élites ont arrêté notre monde. Ça, on pourrait revenir aussi sur le pourquoi, c'est vraiment intéressant. Mais je vais juste terminer cette réflexion, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté les manettes. Donc déjà, c'est possible d'arrêter. C'est fou, quoi. Moi, depuis que je suis né, c'est pas possible. Tout le monde nous dit c'est pas possible. Et j'ai construit mon idéologie politique, enfin ma pensée politique sur le fait que c'était pas possible et que c'était un horizon utopique et qu'il fallait se battre et tout. Maintenant, c'est possible en fait et c'est facile, ça se fait en quelques jours. Alors sur les raisons du pourquoi, peut-être on y reviendra, mais en tout cas maintenant il y a une urgence, c'était d'arrêter parce qu'il y avait un nombre de morts potentiellement énorme. Donc les élites ont dit bon, ok, on arrête. Seulement là il y a une tension avec, il faut relancer l'économie parce que l'économie c'est important et parce que et cette tension entre la santé et l'économie, là, elle se joue maintenant. C'est vraiment très intéressant parce qu'on a une sorte de tension entre l'urgent et l'essentiel. Il faut gérer l'urgence, tac, on arrête tout. Mais en même temps,
il faut relancer l'essentiel. Et c'est là que c'est passionnant, notre époque, c'est que l'essentiel, il est différent pour chacun de nous. Et maintenant qu'il faut relancer, on peut se poser vraiment une question, on en reviendra peut-être en deuxième partie de l'émission, mais qu'est-ce qui est essentiel? Pour qui? Pourquoi? Dans quel cadre? Le court terme, le long terme, etc. En tout cas, cette question de l'essentiel, elle est très intéressante parce qu'elle fait tomber les masques. Maintenant, il y a plein de tribunes dans tous les sens, tout le monde a des propositions de partout, et les gens qui veulent relancer la machine comme avant, ils se montrent et ils haussent le ton, quoi, et ils disent maintenant il faut relancer, par exemple, je sais pas moi, l'industrie automobile, l'aviation, tout ce qui détruit la planète, et ils le disent. Donc les masques tombent et les adversaires se révèlent en fait. Donc il y a des grands clivages politiques qui sont à, je dirais, affiner, clarifier, reconstruire, et du coup ça pose la vraie question des alliances, du rapport de force maintenant, et donc des alliances, et c'est ça qui est un chantier passionnant en cours. Voilà, je dois te choisir, mais faisons tourner la parole. D'accord, merci Pablo. Alors, sur Geneviève, tu veux dire quelques mots sur la vulnérabilité, puisque Pablo te lançait la perche là sur vulnérabilité, fragilité. Qu'est-ce que ça révèle de nous finalement? Oui, alors je reviens quand même sur… bon, d'abord, moi, je ne vais pas faire de prospective, je ne sais pas le faire, et ni employer des termes avec des grandes majuscules. Ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment qu'on traverse ce que nous vivons et que nous arrivions à penser ce que nous vivons, parce que ce que nous vivons, ce n'est pas une parenthèse. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on risque d'avoir, après le confinement, une tentative de banalisation de ce qui est arrivé. C'est-à-dire une crise sanitaire, une sorte d'accident, et qu'on va réparer les choses et tout va pouvoir plus ou moins repartir avec une dette, mais ça va repartir. Bon, ce n'est pas un accident, l'épidémie est toujours là, elle est là pour un moment, il y en a d'autres dans les tuyaux éventuels. Bon, nous savons absolument tout cela. C'est ce que je voulais dire sur la fragilité, c'est que contrairement à tout le vocabulaire guerrier qu'on a entendu, ce n'est pas le virus qui nous a attaqués. C'est nous qui menons une guerre aux vivants depuis très longtemps, bien avant la pandémie, et aux vivants humains et aux autres qu'humains. La guerre est liée, mais ce n'est pas le virus qui l'a déclarée. C'est sans doute les humains qui l'ont déclarée entre eux, cette guerre. On le voit avec les inégalités aujourd'hui, et c'est une véritable guerre sociale, qui a été portée par le néolibéralisme, et une guerre contre la vie, contre le vivant. Donc, c'est nous qui sommes devenus vulnérables. Ce n'est pas le virus qui a attaqué, et nous ne vaincrons pas le virus. Et nous ne vaincrons pas ceux qui arriveront après. Nous allons devoir vivre avec, et pour vivre avec cette toile du vivant, cette composition du vivant, nous devons radicalement modifier nos productions, nos consommations, nos manières d'être au monde, etc., etc. Alors, ce que je trouve qui est important là, bon, par rapport à ce qu'a dit Pablo, c'est que cette situation, moi je dis pas crise, ce qui nous arrive, disons, ce bouleversement majeur, il se fait aussi dans l'intime, et ça concerne, c'est vrai, la moitié de la population mondiale, a rendu visible finalement ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et ça, je pense que c'est ça que nous devons absolument marteler, parce que ça peut être assez vite oublié. Ce qui est à l'arrêt, c'est pas toute la planète. Ce qui est à l'arrêt, c'est le cœur du capitalisme. C'est le moteur du capitalisme qui a été mis à l'arrêt, les secteurs moteurs, les secteurs clés de la civilisation thermo-industrielle. C'est la voiture aujourd'hui, l'industrie automobile, c'est l'aéronautique, c'est les transports aériens, c'est l'industrie pétrolière, c'est tous les grands projets inutiles, etc., etc. Il n'y a que le nucléaire qui… Bon, les centrales, bon, et Dieu merci, ont tenu le temps de la crise. Donc, c'est toute la civilisation thermo-industrielle et les dérivés, c'est-à-dire l'agriculture industrielle qui ne peut pas fonctionner sans le reste, l'agriculture industrielle, l'industrie du tourisme, bon bref, toutes ces choses, ce qu'on peut appeler une espèce de machine à achever le monde, quoi, une machine à achever la vie. Ça,
en partie, en grande partie, c'est à l'arrêt. Et ce qui s'effondre, je crois, alors là, le terme pour moi me paraît juste, c'est les promesses du néolibéralisme. Ça s'est effondré. C'est-à-dire, avec le libre-échange, c'est la prospérité, c'est la croissance et c'est la promesse de la santé. Parce que c'est une composante essentielle. Le livre de Barbara Stiegler est vraiment intéressant là-dessus. Composante essentielle du discours néolibéral. Donc, notre Startup Nation, elle est par terre quand même. Parce qu'elle n'est pas foutue de nous donner des technologies très simples, c'est-à-dire des masques, l'efficience, le machin, la start-up machin, ne nous donne ni masque, ni test, ni ce dont nous aurions besoin pour que cet épisode n'ait pas pris les formes que ça a pris. Mais ce qui est intéressant, outre ce qui est à l'arrêt, c'est ce qui tient. Et c'est ça qui a été intéressant. Ce qui tient, c'est justement tout ce qui permet de résister à la vulnérabilité. Et je dirais que tout ce qui tient, c'est aussi beaucoup d'expériences que nous avions soutenues, que nous avions prônées, que nous avions mis en œuvre, que nous avions souhaitées. Bon, c'est d'abord le soin, évidemment. On voit bien l'effondrement là, des politiques néolibérales. Et on a vu apparaître des choses extraordinaires dans les hôpitaux quand même. Enfin, on voit des médecins dans les hôpitaux, on ne voit pas seulement les financiers, les statisticiens, les informaticiens, etc., qui ont pris le pouvoir dans l'hôpital. Bon, ceux-là, ils sont plus sur les écrans. Alors, on voit beaucoup d'experts, bon bref, dont se passerait pour certains, mais bon, en tout cas, il semble que les médecins, les infirmières, les aides-soignantes aient repris le pouvoir et ils se sont auto-organisés aussi au sein de l'hôpital. Ça, c'est assez extraordinaire. On peut espérer qu'il va en rester des traces, une sorte d'autogestion à l'intérieur de l'hôpital, des hiérarchies qui sont tombées, une sorte de communauté du soin qui est apparue. Ça, je trouve que c'est quand même extraordinaire et qui montre que la question, c'est pas simplement des lits, c'est bien sûr des lits, c'est des moyens, y compris des moyens high-tech, mais c'est aussi du low-tech dont on a besoin. C'est de la relation, c'est de la communauté, une autre approche de la santé. Bon, bref, c'est tout ça qui apparaît. C'est tous les circuits courts de production, circuits courts de consommation, etc. Toutes ces expériences résilientes qui, aujourd'hui, ont vraiment non seulement tenu le coup, mais redonné un souffle, un plaisir de vivre en tout cas moi j'habite en ville, dans des villes qui devenaient fantômes, le fait que puissent exister tous ces réseaux de producteurs, tous ces liens qui ont pu être maintenus, c'est assez extraordinaire, tout ce qui est de l'ordre de l'acheminement, de la distribution, du nettoyage, de l'éducation, les métiers qu'on dit du care, les métiers du soin, et ça, non seulement ça a tenu, mais ça s'est affiché, c'est devenu visible, et c'est à partir de là qu'on pourra reconstruire, sans doute à partir de ces métiers-là. Et quand je dis care, c'est dans un sens politique, c'est pas dans un sens je m'occupe des gens pour faire la charité, c'est pas ça du tout le care. Et d'ailleurs, on a vu dans la société fleurir tous les groupes d'entraide. Bon, Pablo a été, avec d'autres, à l'origine de toutes ces initiatives horizontales, autogérées d'entraide, qui ont fait un travail absolument magistral à un moment où l'État, les services de l'État se sont effondrés là aussi. Où on les voit, enfin, souvent ils n'y sont pas d'ailleurs, ce sont des associations, c'est pour tous les gens qui n'ont pas de toit, tous les gens qui n'ont pas les moyens de manger, etc., etc. Donc voilà, ce que je pense, c'est que la vertu, je dirais, entre guillemets, de ce moment, si nous le traversons vraiment, si vraiment nous, et sans penser à un après, etc., il faut le traverser parce que c'est ça notre réalité, la réalité, et nous devons partir de là. Eh bien, c'est ça qui me paraît extrêmement important. Ce qui est très intéressant par rapport à ce que disait Pablo aussi, c'est qu'on a constaté quand même que au moment de la décision du confinement, les gens ont quitté les grandes métropoles, et de manière massive. Donc ça dit quelque chose aussi sur la fragilité de ces métropoles qui est ressentie, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus protectrices. La ville qui était le lieu de l'émancipation, le lieu de tout ce qu'on veut, aujourd'hui, quand il y a un problème, plutôt que de s'y réfugier pour y trouver tout ce dont on a besoin, aujourd'hui on la quitte. Et ça, c'est le prélude sans doute, sans doute à quelque chose. Dernier point, je dirais, après, je ne vais pas dresser un tableau complètement idyllique. Alors bien sûr, donc
quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a tenu, mais ce qui est important, c'est d'identifier les menaces, quand même. Les menaces, bon, tu les as dites au départ, hein, le mépris des règles sociales et environnementales, ça c'est l'allègement des normes, et surtout, on en reparlera certainement, comment dire, ce capitalisme qui, pour se régénérer, se transformerait dans un développerait le capitalisme numérique. On le voit, ça c'est vraiment les vertus du chaos pour le capitalisme, avec le télétravail, la soi-disant continuité pédagogique et pour l'école et le traçage. La surveillance généralisée. La surveillance généralisée, c'est-à-dire la biopolitique véritablement, au sens où Foucault, hein, véritablement le contrôle des populations. Et là, un autre aspect, bien sûr, du néolibéralisme. Donc, tous les appels, je le dis là, l'appel de plusieurs, là, le texte circule un petit peu partout, il a été publié chez les terrestres et d'autres, à boycotter complètement l'application pour le traçage, refuser d'être pucé et d'être tracé. Je crois que c'est un premier pas vers le refus d'un capitalisme numérique. Entre nous, on n'y est pas du tout parce qu'on est sur Facebook avec l'application Zoom. Non mais c'est intéressant justement ça aussi. de voir qu'on a beaucoup d'efforts à faire et qu'il faut s'organiser avec ça, quoi. C'est paradoxal. Bien sûr. Dominique, j'ai repris une phrase que je ne sais plus où tu l'as dite, mais c'est une phrase que tu as dite dernièrement. Covid-19, c'est le début d'une déstabilisation en cours. Il n'y aura pas d'après. Il y aura un rappel permanent des difficultés, de la fragilité, du caractère non durable de notre société. Je ne vois pas du tout un retour à la normale. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. C'est en gros ce que j'allais vous dire. Déjà, je voudrais revenir sur la question de l'effondrement. De mon côté, j'ai toujours été circonspect avec l'idée d'un effondrement et qui serait planétaire. Ça, je pense que c'est un biais qui vient du fait que ce qui nous a fait comprendre ces choses-là, ce sont des modèles globaux. Mais quand on repart de cette idée-là et qu'on essaie d'analyser le passé, ça ne marche jamais. Parce qu'en fait, évidemment, tu modélises, tu as la Terre, le système Terre, machin, et puis paf, d'un coup, ça se pète la gueule. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça va se traduire dans des réalités historiques, géographiques qui sont par définition différentes. Donc la définition d'Yves Cochet, oui, localement, c'est tout à fait possible. Globalement, alors vraiment à terme, mais certainement pas comme ça du jour au lendemain. Donc effectivement, pour moi aussi, effondrement, ça se décline au pluriel. Et du coup, là, bien sûr, à partir du moment où on le voit comme ça, on est manifestement dans une dynamique d'effondrement. Alors ça, j'ai pas du tout de doute là-dessus. Il suffit simplement d'imaginer qu'on soit à nouveau reconfiné fin juin avec une température comme on a l'an dernier. Là, je vous assure qu'on va tous s'effondrer. Et là, vraiment, dans la sueur et dans autre chose. Et en fait, c'est à bout portant, hein, quand on sait que, si vous voulez, que quand on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ils n'expriment immédiatement qu'en gros un tiers de leur pouvoir de réchauffement. Ce qui fait qu'en fait, on a grosso modo déjà décidé aujourd'hui de la température qu'on aurait dans 20 ans. Et donc les 2 degrés maintenant, il faut arrêter de parler des 1,5 degrés, ça devient de la foutaise. Hein. Les 2 degrés, c'est absolument inévitable et c'est gigantesque. Et ça va vite, puisqu'on s'est payé 9 dixièmes les 40 dernières années et les 20 qui arrivent, on va à nouveau connaître une augmentation de la température moyenne de 9 dixièmes. Alors, je sais bien qu'il y a des gogos qui veulent relancer comme avant, mais ça ne marchera pas très longtemps. Si tu veux faire du shopping à Paris avec 45 degrés, je pense qu'on aura moins de Chinois et plus un Japonais pour se faire. Hein. Ça, il faut arrêter ces âneries. Alors, et puis Geneviève l'a dit, Pablo l'a dit, bon, évidemment, là, on a créé des contiguïtés avec le sauvage, on aura d'autres problèmes d'épidémie, on aura des ravageurs, on risque, Pablo a rappelé peut-être plus tôt qu'on ne le croit, on aura très probablement des problèmes de pénurie alimentaire. Je vous rappelle que cette année, donc 2019-2020, en Australie, donc dans l'hémisphère austral, pour le sorgho et le riz, la récolte a été 66% inférieure à ce qu'elle a été les années précédentes. Donc, imaginons qu'on ait ça
dans la décennie dans 2 endroits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais là, on aura une pénurie physique alimentaire. Et ce ne sera pas une question de chaîne logistique. Bon, donc, non, voilà, on est dans cette dynamique, il faut le savoir. Et du coup, si on a bien compris qu'on est dans cette dynamique, il faut le savoir, mais la pire connerie qu'on puisse faire, c'est le retour à l'avant. Parce qu'on va sortir avec un état d'endettement qui va nous amener à peu près à la proximité de ce qu'on connaît à l'issue d'une guerre. Si la prochaine crise a lieu dans 2, 3, 4, 5 ans, on n'aura aucun moyen. Et surtout, on va se priver, si on n'impose pas des conditionnalités écologiques puissantes, fortes et contraignantes à toute forme de relance, eh bien, on va se trouver dépourvu pour des investissements qui vont nous paraître essentiels. Comment on fait dans la ville de Paris, imagine qu'on va être à 50 degrés au détour du siècle, du milieu du siècle. Tu fais comment? Si tu n'as pas un rond pour investir. Alors là, l'exode dont tu as parlé, Geneviève, il fait assez rapide, et en quelques années. Ils vont tous se retrouver chez Pablo dans la Drôme. Donc, là, ça ne tient pas, c'est n'importe quoi. Il faut bien le dire, même si on va avoir de grosses difficultés, attention, là, le chômage va arriver, les baisses de PIB, etc., ça ne va pas être simple. Je nie absolument pas ça, je nie pas la douleur sociale, morale, sous pression pécuniaire d'un grand nombre de gens. Et on est comme coincé. Effectivement, on l'a toujours dit, si on n'anticipe pas, quand on doit réagir face à l'épreuve, c'est la pire des choses. Et donc là, on va donc, en quelque sorte, si on fait une relance classique, mais on se condamne. On se condamne à assumer les chocs suivants sans moyens. Et en plus, en les ayant accélérés, ce qui est d'une intelligence absolument fabuleuse. Alors là, ce qui est inquiétant, tout le monde dit ben, l'économie, ça ressemble un peu à un chien de chasse à l'arrêt. Pas totalement, les amis. Je viens de lire ça récemment dans l'après-midi. La baisse des émissions de gaz à effet de serre, 5%. Et tous les 4, là, et tous ceux qui nous écoutent, on y est pour quelque chose. Parce que Zoom, ça bouffe. Un meeting ou je ne sais pas quoi, ça bouffe. Et donc, c'est affolant, si tu veux. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes d'émissions, le manque à gagner aura été très faible, ce qui fait que ça risque d'être pire que ce qu'on a connu en 2010. 2010, on a rattrapé le manque à gagner de 2009 et de 2008. Mais là, comme il y a très peu de manque à gagner, sauf que quand même, il y a certaines autres activités qui se sont arrêtées, c'est-à-dire que si on repart comme avant, ça va franchement, c'est pas être comme avant, ça va être pire. Donc là, il faut qu'on essaie de faire ce qu'on peut. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, c'est vraiment pas simple, mais il faudrait essayer de le faire. Autre leçon de ce qu'on vient de vivre, je ne vais pas revenir sur la question de la vulnérabilité, qui est absolument fondamentale, mais je voudrais prendre un autre angle. Nos sociétés, elles sont très accros à l'illusion suivante. Les techniques, ça permet de neutraliser la nature. Ça permet de la lisser. D'ailleurs, Geneviève ne me contredira pas, du côté de l'économie néoclassique, on pète tout et on substitue à ce qu'on pète du capital reproductible. Eh bien, va chercher ton capital reproductible avec le Covid. En tout cas, on n'en dispose pas dans l'immédiat. Là, on est ramené à notre statut d'être biologique, d'animaux, même, et j'espère quand même qu'on finira par avoir un vaccin, mais d'après ce que j'ai compris, il semblerait qu'on ait quand même affaire à un virus un peu comme celui de la grippe, qui aurait tendance à évoluer assez rapidement. Donc, d'une année à une autre, ce n'est pas le même. Et on découvre plein de choses sur ce Covid, de ce plan-là, il est absolument fascinant, celui-là, parce que franchement, il nous surprend tous les jours. Mais donc, vacciner 8 milliards de personnes, ça ne va pas se faire en un mois. En plus, si ça doit se refaire tous les ans, on est vraiment rentré dans une période sanitaire délicate. Moi, ça me fait un peu penser à ce que, alors rassurez-vous, je n'existais pas déjà, malgré mes cheveux blancs, mais à ce que nos aïeux ont connu au moment du néolithique, où on s'est payé la rubéole, la variole et d'autres maladies sympathiques. On a créé une contiguïté, en fait, une contiguïté fin de cycle. Au néolithique, on avait une nature très riche, on s'est trouvé en proximité avec des animaux fraîchement domestiqués. Là, on se trouve à proximité, les derniers réduits de sauvages qui existaient, on a fini par s'en approcher et ça nous donne ces problèmes. Donc, on va dans une espèce de tension énorme
ou en quelque sorte, je dirais que quand même dans cette tension énorme aujourd'hui, au moins l'avantage de la période qu'on connaît, c'est que, si tu veux, les méchants, si j'ose dire de façon un peu caricaturelle, enfin là, ils apparaissent au grand jour. J'adore ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'est les propos d'un membre du patronat suisse, un des nommé Pierre-Gabriel Bierry. Alors, lui, franchement, c'est un champion. Je vous rappelle ce qu'il a écrit, c'est quand même assez fascinant. Il dit, mais ce qui nous arrive est très dangereux. Imaginez que les gens entendent les oiseaux. Le ciel est bleu. Les villes sont silencieuses. La pression sur chacun est... Pas dans tous les foyers, mais en gros, la pression sur chacun est réduite. Non, mais imaginez, des fois qu'ils aient envie que ça continue. C'est très dangereux, il faut très vite les réhabituer à consommer. Et puis, tu as les gens de Bézieux, etc., qui disent il va falloir qu'on travaille 50 heures, enfin, évidemment, j'exagère, il va falloir qu'on aliène tous nos droits syndicaux, etc., parce qu'effectivement, nous, on a quand même des actionnaires, ils nous demandent des dividendes, il faut quand même un peu que ces bons ouvriers travaillent pour qu'on donne les dividendes. Enfin, je veux dire, la chose devient caricaturale. Et ça nous arrive à une période où ceux qui expriment de la façon la plus nette, ils ont la forme contemporaine de capitalisme, ce sont tous des génies. C'est Trump. Je vous rappelle que Trump a emmené indirectement un certain nombre d'Américains à l'hôpital parce que dans les 45% qui le soutiennent aux États-Unis, certains ont suivi ses conseils et ont bu pratiquement de l'eau de Javel. Bon. Donc ça s'est terminé aux urgences. Vous avez Bolsonaro. Vous savez, Poutine, alors c'est pas le même genre, lui on ne peut pas lui reprocher d'avoir un QI faible, mais en termes de morale, il est dans une bonne lignée soviétique. Et puis vous avez Xi Jinping, c'est-à-dire qu'on se trouve à une période de l'histoire absolument dramatique, où on voit très bien que ça pourrait bifurquer dans un très mauvais sens. Je vous rappelle qu'en général, quand on a affaire à des événements funestes, on a en général assez tendance à s'accrocher à ceux qui les ont produits. En France, on était très fort. En 1940, on a choisi Pétain, c'est-à-dire celui qui avait réduit les crédits de guerre et qui avait opté pour la stratégie qui assurait la défaite française de façon absolument immanquable. Et donc, on a cette espèce de réflexe, à un moment donné où on a à la tête des puissances majeures, j'ai oublié Modi, c'est pas beaucoup mieux, on a à la tête des puissances majeures des gens qui épousent un capitalisme, je dirais, de sélection, où de façon avouée, on va cyniquement protéger les mieux lotis. C'est dit de façon très claire, nue, de façon tranchée. Et donc, on est quand même dans une drôle de période. Et ce n'est pas totalement rassurant. Merci Dominique. Alors, ce qui n'est pas rassurant, puisque je sais que ce sont des questions qu'on se pose les uns et les autres, ce qui n'est pas rassurant, c'est parfois de se demander si nous, en tout cas moi en tant que porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, mais en tout cas le monde de la politique, si on est vraiment à la hauteur effectivement des défis qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'effectivement ça a été très bien décrit par Geneviève, ce que tu viens de nous dire sur le capitalisme mondialisé, ses représentants sur les grands continents, même chose. Comment faire finalement pour éviter effectivement que la relance se fasse avec les mêmes clés de lecture que la période précédente? Là, j'ai deux questions là, qui sont des questions d'auditeurs qui nous écoutent là en ce moment. Qui nous demande comment arrêter l'automobile quand le monde du travail demande d'accepter de travailler de plus en plus loin de son lieu de travail. Bon, Geneviève, peut-être tu veux répondre à cela parce que je te vois, non? Oui, je veux bien. Oui, vas-y Geneviève. Ouais. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, j'étais embêtée de ne pas l'avoir fait. Hein, parce que c'est vrai que c'est la question majeure quand même. Hein. Quand on dit ce qui s'est arrêté, c'est ce qui tue la terre, en fait. Bon, la question, c'est comment reprendre, que faut-il reprendre, sachant que évidemment il y a la question des salariés. Mais juste, je voudrais quand même comment dire, élargir encore la question par rapport à ce que disait Dominique. C'est que je crois que la question, c'est pas les chocs suivants, c'est ce choc-là
Nous ne sommes qu'au début de ce choc, parce que là, il y a eu la crise sanitaire, là maintenant, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est la baisse d'activité, et pas que des activités nuisibles d'ailleurs. Il y a beaucoup d'activités qui vont disparaître et qui ne sont pas pour autant des activités nuisibles, mais bon, bref, tout le secteur de la culture, bon, etc., etc., bien, qui sont menacés. Alors pour ce qui est de l'industrie automobile, bon, ça c'est vraiment, et c'est la même chose. Moi, je suis à Toulouse, on a le problème d'Airbus. Donc l'aéronautique, toute la ville est construite autour de l'aéronautique, quasiment, avec aucune diversification. Quasiment toutes les entreprises sont des sous-traitantes de divers ordres de l'aéronautique. Donc c'est une question absolument majeure. Donc là, je pense que rien ne peut se faire de toute façon contre les salariés. Ça, c'est évident. Donc là, ça suppose, et c'est pour ça que cette notion de guerre est absolument catastrophique, c'est que là, vraiment, il faut enclencher des processus de discussion véritablement. Alors après, on va rediscuter du texte que vous avez signé tous les deux, mais là où vous parlez d'un revenu de transition écologique, RTE, je crois, qui s'appliquerait pour ceux qui ont des projets. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi et qu'on voit par la discussion à un revenu, une sécurité de revenus pour toutes les entreprises qui doivent être en transition. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Airbus, l'aviation, etc., pour éviter ce que disait Pablo ou Dominique, que dans 10 ans ou dans 3 ans, ce soit encore pire, parce que ce sont des secteurs qui, effectivement, aujourd'hui, sont des secteurs qui doivent se reconvertir en prévision de leur effondrement possible. Bon, là, c'est une, comment dire, pour moi, c'est un sujet national majeur. Cette question de l'emploi qui est liée à la santé aussi, et ça ne peut pas se faire de manière technocratique, ça peut se faire par un long processus de discussion, de proposition, de reconversion d'un outil industriel, mais de reconversion rapide de l'outil industriel. Alors ça, moi, je ne suis pas compétente pour savoir sur le plan technologique. Donc là, c'est la mobilisation de l'ensemble des salariés et des usagers aussi, d'ailleurs, pour envisager cette reconversion, avec la sécurisation, évidemment, des droits et des revenus des salariés pour la période de transition. Voilà pourquoi il faut qu'elle soit le plus rapide possible. Et pas graduellement sur 30 ans, parce que là, ça ne marchera pas. Mais ça se pose pour tous ces secteurs-là qui sont à l'arrêt. Et avec un facteur aggravant, c'est que Macron, là, il semble vouloir récupérer une sorte de souveraineté et donc d'aller en sens inverse des délocalisations et il s'est rendu compte de retrouver un appareil productif pour rendre indépendant la France, etc., etc., résilient, autonome, tout ce qu'on veut. Très bien, mais tout ce qu'on avait délocalisé, c'était des émissions de gaz à effet de serre pour la Chine et pas pour nous. On a perdu du savoir-faire et on a perdu des émissions. Maintenant, si on relocalise, qu'est-ce qu'on va relocaliser? Est-ce qu'on va reproduire de l'industrie comme avant avec les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on va reproduire de la consommation à outrance? Enfin, c'est ça les vraies questions. Et du coup, elle se pose. C'est très profond la question de l'emploi, parce que c'est au niveau individuel. C'est se poser la question de qui on est, qui on veut être sur Terre, en fait, de quel rôle on a à jouer dans la société pour le bien commun. Est-ce qu'on veut retravailler pour des sociétés qui bousillent la planète? Ou est-ce qu'on se voile la face parce qu'on veut juste un salaire et nourrir nos enfants? Et le problème, c'est que c'est une question aussi individuelle, mais collective, évidemment. Mais en fait, si on retourne un peu en arrière, pourquoi est-ce que les gens veulent relancer comme avant? Si on réfléchit, pourquoi il y a autant de puissance de revenir au monde d'avant? Parce qu'on a les lunettes du PIB. Le PIB a baissé, il faut le faire remonter, c'est tout. Parce qu'on a peur de l'inconnu. Je pense que ça joue beaucoup aussi. Il y a des gens qui ont aussi qui n'ont pas envie de changer. Pourquoi aussi ils n'ont pas envie de changer? Il n'y a pas que la peur d'inconnu, il y a aussi le fait qu'ils sont des drogués.
des drogués au profit, des drogués au pétrole, des drogués à la consommation. Il y a vraiment une question, pour moi, d'addiction. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut traiter les choses. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui comment dire, des élites, enfin des gens qui ont des leviers de pouvoir et des leviers économiques. Ils sont drogués, ils ont peur, ils veulent retourner à un état, c'est criminel en fait, on peut dire que c'est criminel. Maintenant on a les preuves, on a les chiffres, c'est criminel. Et en plus c'est irrationnel. Ça va à l'encontre de tout ce que dit la science. Donc on a des gens au pouvoir, voilà, irrationnels, drogués, criminels. En gros, c'est ça. Donc, si on veut revenir à l'essentiel, ok, on essaye de rentrer dans un sevrage, ça va faire mal parce qu'il y aura du renoncement. Donc là, la question du renoncement, c'est individuel et aussi collectif. Et il faudrait célébrer les renoncements. Ok, notre société renonce à ça, célébrons-le, c'est beau. Et on fait un feu de joie ou je ne sais pas, on fait quelque chose, des rituels, des fêtes. Et la question des priorités, donc des cahiers de doléances, c'est ce que proposait Bruno Latour, hein. C'est pas nos propositions politiques qui sont intéressantes maintenant. Ce qu'il dit, c'est de quoi on a besoin fondamentalement, individuellement et collectivement à toutes les échelles. Et ça, c'est très dur à faire. Et c'est un long processus démocratique qui part de la base. Et le problème actuellement, enfin, comment dire, ce qui nous bloque là, la question qui nous bloque, qui est sous-jacente, c'est que notre appareil productif, centralisé, industriel, nous a rendus hétéronomes, c'est-à-dire dépendants d'une machine de production qu'on n'aime pas et qui détruit tout. Et quand on voit l'essentiel, c'est manger et boire, par exemple. Ok, il y a les petites productions locales, comme tu dis, il y a les marchés locaux, le soutien aux petits producteurs, d'accord. On a besoin de manger et de boire rapidement. Mais beaucoup de gens dépendent d'un système industriel dégueulasse pour manger et boire. Et pourtant, on doit les faire manger et boire rapidement. Donc, on est obligé un peu de relancer une machine de merde. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que la société nous a rendus hétéronomes. Ça veut dire que maintenant, une des grandes pistes, un des grands horizons, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie individuelle, collective de chacun. Se réapproprier des outils de production. Et là, on retombe sur toutes les théories politiques qu'on connaît, l'autogestion, etc. Les anarcho-syndicalistes, ils ont vécu ça. Pourquoi ils ont fait la révolution en Catalogne? Parce qu'ils ont repris les outils de production, parce qu'ils avaient la culture déjà de l'autogestion. Ils savaient comment faire, comment ne pas dépendre de structures qui détestent. Ils savaient s'auto-organiser. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de travail de fond, je dirais culturel, à tous les niveaux à faire, pour retrouver une certaine autonomie, c'est-à-dire dire merde au système qu'on n'aime pas. On ne peut pas juste dire merde comme ça, il faut aussi pouvoir vivre. Et du coup, ça pose, je terminerai par là, c'est la réflexion, parce qu'après, ça mène au texte qu'on a écrit avec Dominique, mais l'autonomie, l'auto-organisation, toute cette puissance de la base, on dirait, des gens qui veulent changer, qui décident de changer de métier. Moi, je connais plein de gens. Il y a plein de gens actuellement qui changent de vie, qui font des ruptures radicales, qui se rendent compte de la folie et qui partent vivre à la campagne, qui changent de métier, qui arrêtent avec les bullshit jobs, les jobs à la con, etc., etc. Et tout ce mouvement, il faut le soutenir. Il est nécessaire. Enfin, comment dire, il part de nécessité, donc il est puissant parce que c'est un mouvement bottom-up, mais il faut absolument qu'il soit rejoint par quelque chose top-down qui vient du haut. Et Elinor Ostrom, la prix Nobel d'économie, la politologue, elle avait montré avec la gestion des biens communs, la gouvernance des biens communs, que pour tous les mouvements d'auto-organisation, d'autogestion qui sont essentiels, c'est la clé pour gérer les biens communs, doivent au minimum avoir un laisser-faire, pas une autorisation, mais au moins que les autorités les laissent tranquilles. C'est la clé. Si les autorités les matraquent, c'est foutu, on n'arrivera pas juste avec la puissance de la base. On n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment, il y a des négociations, il y a quelque chose à faire avec des autorités, à toutes les échelles. Hein. Et le minimum, c'est qu'ils nous laissent faire des grandes, je sais pas moi, des ZAD, des expérimentations, des zones de revenus universels, des zones de revenus de transition, peu importe, il faut expérimenter dans tous les sens. Mais le mieux, évidemment, c'est qu'ils aident, qu'ils appuient, qu'ils soutiennent, qu'ils financent l'expérimentation sociale et politique.
Et c'est pour ça que j'ai fait ce texte, et ça peut en surprendre beaucoup de gens. Et moi, j'étais le premier surpris parce que j'ai une culture anarchiste, mais bon, autogestionnaire, fédéraliste, tout ce qu'on veut, décentralisé, tout ça. Mais quand même, je pense que maintenant, il est trop tard. Il y a des ruptures majeures globales et l'urgence me fait dire que, en fait, on a besoin d'une coordination à grande échelle. Et actuellement, la pandémie nous a montré qu'il y avait un grand retour des États souverains avec les risques que tu as dit, Geneviève, la surveillance généralisée, etc., la centralisation, la domination, etc. Mais il y a des leviers qui sont réapparus. On se rend compte que c'est possible de changer. Et c'est pour ça que j'ai co-signé les propositions politiques avec Dominique Bourg. Oui, alors je voudrais qu'on revienne, parce qu'il nous reste assez peu de temps, mais quand même, c'est important qu'on revienne sur le texte, effectivement, que vous avez co-signé, qui s'appelle « Propositions pour un retour sur Terre ». Et dans ces propositions, effectivement, j'ai été étonné de trouver la place que vous assignez quand même à l'État, et vous indiquez très clairement qu'il faudrait passer de l'État-providence à l'État-résilience. Dominique, je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots sur ce que vous entendez comme État-résilience. Si, je veux bien te dire ça, mais juste avant, pour revenir quand même sur la situation qui nous échoue. Enfin, moins on change, plus on va dans la même direction, et plus ça devient difficile de changer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez pas, mais Geneviève Alain, ça va. C'est pas complètement. Il doit y avoir un lien aussi avec votre propre jeunesse, mais les propositions de Sico Mansholt après le rapport Meadows au Club de Rome. En fait, c'était un plan de décroissance pour toute l'Europe. Évidemment, si on l'avait écouté, si on s'était donné 20 ans pour mettre ça en marche, on serait dans une situation totalement différente aujourd'hui. Et donc, si là, ce que je disais tout à l'heure, si on relance encore de façon classique, de toute façon, l'industrie aéronautique de Toulouse, elle finira un jour. Ah oui. Mais dans la douleur. Oui, dans la douleur. Donc, c'est bien ce qu'il faut avoir en tête. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un État résilience ? On l'a vu négativement par défaut au moment de la crise du Covid. On a des États qui ont un État par exemple en France, mais en fait ça n'a pas été bien meilleur en Europe, occupé par les municipales et par leur système des retraites, qui était complètement sourd à ce qu'ils pouvaient savoir, et à partir du moment où les morts se sont accumulés en Lombardie, ils ont commencé à regarder du côté des courbes qu'ils avaient sous les yeux de l'Imperial College ou d'ailleurs, et là ils se sont rendus compte que de toute façon ils n'avaient pas le choix si ce n'est d'arrêter, parce que sinon le système français de santé, comme les autres systèmes de santé hospitaliers, aurait explosé, et les gouvernants se seraient retrouvés avec des dizaines et des centaines de milliers de morts, et ça se terminait pour eux au pénal. Sans compter qu'eux aussi mouraient, les élites mouraient. Oui, on a eu le cas. Il y en a qui se sont retrouvés à la mort. C'est extraordinaire. Oui, alors, en même temps, non seulement on leur imputait la mort d'autrui, mais ça pouvait aussi bien leur arriver. Et donc, oui, mais ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et du coup, j'ai un témoignage de quelqu'un directement qui est remonté vers l'État à la mi-février avec des industriels pour leur proposer de faire des masques. Que dalle. Que dalle. Donc, tout simplement pourquoi ? Parce que ces gens, ils sont formés par l'économie néoclassique et le New Public Management. Alors, dans le genre connerie, tu ne peux pas faire mieux. C'est-à-dire que tu n'as pas de public, tu n'as que du privé, c'est du Thatcher, bien cru. Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Donc, s'il n'y a que des individus, il n'y a qu'un marché. Évidemment, sur un marché, tu ne vas pas stocker des masques, tu ne vas pas stocker du gel hydroalcoolique et tu ne vas pas préparer des tests avant même qu'on en ait besoin. Tu t'attends qu'il y ait un marché pour. Donc, c'est complètement absurde. C'est une doctrine de folie. Donc, un État résilience, c'est un État qui prend au sérieux les biens communs. Les grands biens communs mondiaux sont globaux. Je vous rappelle que l'atmosphère est brassée, toute la chimie de l'atmosphère est brassée en 3 semaines. Et donc, c'est cet État-là. Et on en voit toute la difficulté.
de mettre sur pied un tel État, puisque précisément après 30 ans de néolibéralisme, on a eu un défaut total. La raison pour laquelle on ne fait rien en climat, eh bien, elle est inverse à celle pour laquelle on fait quelque chose face au Covid. On agit vis-à-vis du Covid quand les morts s'accumulent. Le climat, mais qu'est-ce que tu en as à faire? Tes décisions de maintenant, c'est des conséquences dans 20 à 30 ans. Aucun problème. Donc c'est ça l'état résilience. C'est un état, alors je ne vais pas donner tout le schéma, mais pour moi ça renvoie à la troisième chambre, à ce que j'avais appelé le truc du futur, etc. C'est-à-dire un état qui prend au sérieux son rôle disons, de jeu intermédiaire entre des grands équilibres qu'on doit gérer à l'échelle globale et puis toute la chaîne des acteurs en dessous. Et ce n'est pas lui qui va agir à la place des autres, il en est totalement incapable. Il n'a même pas l'expertise pour. Lui, il est là parce que c'est le facteur essentiel de coordination. Mais il est là aussi parce que lui, il doit incarner le temps long. Parce que chacun de nous, on ne l'incarne pas tellement. Mais quelque part, donc c'est en ce sens-là que c'est une fonction nécessaire. Mais maintenant, bon, on n'a plus le temps de développer, mais je voudrais juste simplement donner, essayer de faire comprendre une des mesures, justement par rapport à Toulouse, etc. Une des mesures clés qu'on donne, alors qui soulève un enthousiasme absolu, bien sûr, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, c'est l'idée des quotas. Hein, c'est vraiment le truc le plus chiant que tu puisses imaginer. Des limites de la planète, des quotas. Oui, enfin, oui. Fondé sur les limites planétaires, fondé sur l'empreinte écologique, etc. Et bien sûr aussi en intégrant l'empreinte carbone, qui est très importante d'ailleurs dans la construction de l'empreinte écologique. Mais en fait, vous le savez, ce sont les plus riches qui détruisent. Je vous rappelle ce chiffre très clair, les 10% les plus riches de la planète, en fait c'est même que les 7, mais émettent 50% des gaz à effet de serre, est à la réciproque. Les 50% les plus pauvres n'émettent que 10%. Donc, évidemment, c'est déjà cet écart-là qu'il faut compresser. Et le seul moyen qu'on a d'avoir un résultat pour plafonner des flux physiques sur un territoire, c'est les quotas. Et si tu réfléchis bien, par exemple, si tes quotas sont bien calés, quand tu es un industriel et que tu vas te mettre du côté du biosourcé, à condition que ce soit produit en agroécologie derrière, que tu vas te mettre du côté de la matière première recyclée, évidemment, dans le quota, c'est visible. Donc, ce genre de biens-là, tu pourras beaucoup plus les acheter, dans une certaine limite, évidemment, puisque c'est un quota, mais qu'un bien dégueulasse. Celui-là, il va te défalquer une partie de ton compteur assez rapidement. Et donc, en fait, en jouant sur la consommation finale, très vite derrière, tu tires tout l'appareil productif. Et tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est aussi qu'on a un appareil productif qui doit être plutôt orienté vers les infrastructures. Je suis désolé, mais quand on va se payer des 40 à répétition à une ville d'1 million d'habitants, je ne te parle pas de Tokyo ou de Shanghai, mais une ville d'1 million d'habitants, c'est une absurdité totale. Si effectivement on a beaucoup moins, il faudrait d'ailleurs qu'on en ait vraiment beaucoup moins de pétrole, aujourd'hui une calorie alimentaire c'est au moins 10 calories fossiles et dans certains cas ça peut aller jusqu'à 30. Pour la produire, tu veux dire? Oui, pour la produire. On a besoin de plus d'énergie. Désolé, mais oui, faire du surf à Malibu, ça va être assez difficile. Il faut au contraire imaginer que chacun de nous puisse, à un moment dans l'année, ce qui est le cas dans une ville péruvienne de 300 000 habitants qui était près de Lima, voilà, qui est de la force de travail et qui aille aider. Et sur un plan social, ça pourrait être assez intéressant de voir que tout un chacun, dans son année, aurait un certain nombre de jours à allouer à la production alimentaire. Ça, là, le New Public Management dans une société où les gars vont travailler au champ quelques jours dans l'année, c'est fini. Plus personne ne peut adhérer à ce genre de conneries. Ça rappelle pas des printemps arabes. Je sais bien qu'il y a un petit côté colcose dans ce que je raconte, mais rassurons-nous, c'est quelques jours dans l'année. Ou révolution culturelle. Hein, ça... Écoute, révolution non mais Dominique, il faut expliquer les quotas. Si on a beaucoup moins d'énergie. Hein. Et explique les quotas aussi. Justement, pas Allez, sur le modèle des anglais. Ah oui, alors oui, ça c'est une expérience qui est très intéressante. Non échangeable. L'expérience du rationnement pendant la guerre en Angleterre. Parce que en fait, la manière dont elle a été vécue en Angleterre et la manière dont elle a été vécue en France n'a rien à voir. En Angleterre, comme tu sais, à l'époque, tu n'avais déjà pratiquement que 3% de la population qui était agricole.
Et donc, tu pouvais difficilement tricher, alors qu'en France, c'était encore 40% de la population active qui était allouée à des tâches agricoles, et à peu près chaque Français avait dans sa famille au moins une famille de paysans. Donc en France, on a énormément triché. En Angleterre, ils n'ont pas triché. Et du coup, alors surtout dans un pays aussi égalitaire, c'est le seul moment où, en fait, quand il s'agissait de bouffer, tout le monde était à la même enseigne. C'était l'époque de la guerre. Et dans ce pays aussi inégalitaire, une des raisons pour lesquelles les Anglais ont fait preuve de cette résistance, c'est parce que précisément par le rationnement, ils ont fait un. Et c'est toujours resté quelque chose avec une connotation positive en Angleterre. Il faut expliquer que le rationnement, c'est limité pour les riches, pour ceux qui veulent gaspiller. C'est vraiment un plafond, mais c'est aussi assurer le minimum vital pour tout le monde. Absolument. Et c'est vraiment une mesure politique extrêmement intéressante parce que non seulement elle est égalitaire, mais elle tient compte des limites de l'ensemble. Oui, mais justement, je crois que vu ce que nous vivons, c'est le moment de parler de ça. Parce que c'est vrai que rationnement en France, bon bref, mais là déjà dans ce que nous vivons, il y a eu quelques petits rationnements sur les pâtes, enfin bon bref, peu importe. Et je crois que l'idée du rationnement, ça on peut l'avancer. Je pense. Dans le sens de la justice, etc. Hein, c'est fondamental, c'est rappelé, Pablo, c'est fondamental. Le rationnement, c'est ce qui permet aux plus pauvres. À tout le monde. À tout le monde. Et du coup, à tout le monde. C'est-à-dire parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Mais je voudrais dire une chose. L'idée qu'on a eue pour faire de faire ce document, c'est de se dire, dans l'idéal, sans pesanteur politique, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui et rapidement pour s'en sortir. On ne s'est pas posé la question sociale pour soutenir. Attends, il y a un micro, on n'entend plus le Dominique. Si, c'est Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour? Oui, voilà. Dans l'idéal, en mettant entre parenthèses les pesanteurs, les rapports de force, etc., quelles seraient les choses qu'on devrait faire pour s'en sortir? Et en fait, après ce document, on le met sur la place publique. Il n'appartient à personne. Et j'ai eu des échos assez marrants venant d'endroits très différents de l'échiquier politique. Des gens le lisent. Et après, c'est plus notre affaire à Pablo, à nos autres amis et à moi. Mon cher Alain, c'est votre affaire à vous les politiques. Alors moi, j'ai fait une petite incursion, vous avez vu que ça marchait à merveille, puisque j'ai fait 1,8%. On ne me demandera pas de réitérer l'expérience, mais c'est aux femmes et aux hommes politiques de réfléchir à partir de là. Parce que là, ils ont une espèce d'épure. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent en reprendre? J'en sais rien, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, cette épure, elle est, quant à elle, calée sur les difficultés auxquelles on est confronté. Après, il y a un deuxième volet qui m'a intéressé. On a un peu plus de temps, on me dit, donc le débat étant très fluide entre nous, on peut continuer un peu, si vous en avez le temps. En tout cas, sur la question du temps, là, précisément, parce que dans votre texte, vous préconisez un ralentissement général. Des politiques, quelque part, des politiques de ralentissement. Et ça me paraît tout à fait, là aussi, enfin, en complément du rationnement, ça me paraît tout à fait fondamental. On est dans des sociétés, je pense, où une partie de la crise est liée à notre rapport complètement déformé, quelque part, au temps. On parle beaucoup de l'accélération, des flux tendus, de la pression temporelle qui s'exerce sur chacun de nous et sur les collectifs. Et donc, l'idée même qu'à l'intérieur de propositions politiques, on puisse évoquer la question du ralentissement me semble tout à fait fondamentale, comme l'est la question du rationnement. Alors, je ne sais pas Geneviève, est-ce que tu pourrais nous dire un mot là-dessus? Tu n'as pas participé directement à ce texte, mais je veux dire, je sais que la question de notre rapport au temps est une question sur laquelle tu es assez sensible, donc peut-être rebondir là-dessus, ou Pablo, s'il le souhaite. Ah, Geneviève, on ne t'entend pas. Tu n'as pas mis de micro. La question du ralentissement, bon, elle est centrale. Bon, on a vu aussi que
la crise sanitaire vient du fait de l'accélération. Et si aujourd'hui ce sont les voitures et l'aviation qui est au sol, c'est ça que ça exprime, c'est-à-dire, et le confinement a été le ralentissement, mais c'est un ralentissement extrêmement brutal qui est imposé, qui nous est imposé, alors que ce que nous devons penser, c'est non pas cette brutalité-là, mais c'est une sorte d'organisation, organisation collective générale du ralentissement. C'est ça qui apparaît aujourd'hui, mais absolument partout. Donc, je crois que c'est la question centrale. Alors, comment ensuite ça peut figurer dans des programmes politiques? Bon, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être pas le poser en termes comme ça de ralentissement, mais en tout cas, faire décélérer, c'est sûr, toutes les industries qui sont programmées pour l'accélération, justement. Donc ça, c'est je crois ça qui... Après, on reviendra, je vais m'arrêter là-dessus, mais sur la question de l'État, moi j'aurais une question à poser aussi, mais après. Mais sur la décélération, c'est tout le problème de la décroissance. Enfin, c'est le projet politique de la décroissance, c'est ça. C'est essayer de ralentir pour ne pas aller aux catastrophes, c'est-à-dire aux effondrements. C'est ça. Un effondrement, c'est juste une décroissance loupée, qui a été brutale, parce qu'on n'a pas réussi à trouver le frein. On peut l'appeler décroissance, ralentissement, on s'en fout, il y a des mots plus ou moins... voilà. Mais ce qui est intéressant, enfin moi, moi, j'aime beaucoup le projet politique de la décroissance, à part le mot qui est un petit peu... voilà. Et pourquoi je suis allé penser les effondrements? C'est parce que quand on commence à ralentir tout un système économique qui est basé sur l'accélération, ben, il s'effondre. C'est la métaphore de la fusée. La fusée, elle accélère comme ça, et à un moment, il y a Houston qui dit hey, la fusée, finalement, ralentissez. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se crache. Elle est programmée, elle est construite pour accélérer. Si à un moment on la fait ralentir, elle crache. Ça veut dire qu'il faut à un moment penser les possibilités de crash, c'est-à-dire qu'il faut une coordination pour ne pas crasher, ou en tout cas que le crash se passe le mieux possible. C'est ça qu'on appelle transition, c'est la mort de la fusée et puis la création d'un autre système. C'est pas du tout une réforme, la transition. C'est vraiment la mort d'un système. Et il y a un deuil à faire, etc. Mais comment dire, j'ai perdu le fil. Les physiciens, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les physiciens ont réfléchi dans la théorie des systèmes, c'est celle qu'on a étudiée. Quand un système est trop complexe, il devient résilient, et puis trop complexe et homogène, il devient à nouveau vulnérable. Et les physiciens se sont dit, quand il y a trop de nœuds et c'est trop homogène, comme actuellement notre globalisation, c'est vulnérable au point qu'il faut en fait enlever des nœuds et retrouver un système un peu plus simple, moins complexe. Okay, donc c'est ça en fait la décroissance. C'est comment arriver à resimplifier nos économies, les relocaliser, les ralentir, etc. Et bien les physiciens montrent que c'est très difficile. Parce que quand on ralentit quelque chose, on enlève des nœuds, on enlève des liens dans quelque chose qui est rapide et avec des chaînes de flux tendues, avec absence de stock, qui n'est pas du tout résilient, etc. Eh ben, il y a des ruptures brutales, imprévisibles et systémiques qui arrivent. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et même si on les prévoit, et même s'il y a des ordinateurs qui les paramètrent, qui les managent ou je ne sais pas quoi, ça arrive quand même. C'est ça, les effondrements arrivent même si on les prévoit. Parce que c'est des systèmes trop complexes. Et décélérer, c'est vraiment hyper dur. Donc là, on est face à une sorte de falaise, en fait. Et maintenant, le Covid nous a forcés à décélérer brutalement, parce qu'on n'y arrivait pas avec notre propre volonté. Et on risque des ruptures systémiques, donc alimentation au début, mais il y aura pire. Il y aura des crises économiques majeures, comme le dit Dominique, on n'arrivera jamais à retourner à la normale. Donc un ralentissement, c'est pas possible sans revoir tout. Et c'est ça que notre texte dit, c'est qu'il faut revoir les fondamentaux. C'est une question radicale au sens il faut reprendre le problème à la racine. Et en ça, il faut quand même un peu de coordination centrale, malheureusement. Moi, l'horizon d'une société sans État, c'est vraiment une belle utopie. J'adore, j'aspire à ça. Mais actuellement, on a des services publics qui sont structurés comme ça. Il faut essayer de faire avec. Et c'est la même chose que les centrales nucléaires.
Moi, je suis opposé aux centrales nucléaires, j'aimerais toutes les démanteler, mais actuellement, elles sont là, il faut gérer, il faut des ingénieurs pour les gérer, ne serait-ce que pour les éteindre et les démanteler. Il faut les gérer, donc on est obligé de mettre les mains dans le cambouis. C'est la même chose avec l'État, en tout cas de mon point de vue. Geneviève avait une question sur l'État, donc ça tombe bien. Geneviève, si tu souhaites poser ta question maintenant. Non, alors j'ai compris ce que voulait dire Dominique dans son exposé oral. J'avoue que dans le texte, j'ai trouvé la question de l'État extrêmement surplombante. Telle que tu l'as expliqué, c'est-à-dire l'État résilient comme l'État qui finalement permet ce lien, cette coordination entre le global et le local, etc. Je suis d'accord avec ça. Je comprends en tout cas ce que tu... Mais moi, à la lecture comme ça hein, du texte, j'ai trouvé que finalement, parce que par exemple, à des moments, vous parlez de biorégions. Bon, l'articulation entre ces États et les biorégions, je n'ai pas vu. Enfin, l'État est très surplombant par rapport à des initiatives autogérées, etc., qui sont très peu présentes dans le texte. Ça, elles le sont quand même. Hein. Elles y sont, mais très peu présentes. Ouais, très peu. Donc, il me semble que cette phrase, enfin, les 2 ou 3 phrases avec lesquelles tu as expliqué l'État résilient, je trouve que c'était plus compréhensible, enfin plus, en tout cas je comprends mieux à l'oral que cette solution par l'État que j'ai ressentie en lisant le texte, même si je partage ce que tu viens de dire Pablo, complètement. Qu'aujourd'hui, la notion de service public, de la présence d'un État, etc., pour des questions de justice, c'est absolument central. Et pour la transition. Mais ça, je le comprends. Mais du coup, c'est centré vraiment sur ces questions de l'État. Mais par exemple, ce que je n'ai pas trouvé, c'est la question de la propriété. Moi, je suis complètement OK sur et c'est très développé, et ça, j'ai rien à dire, sur l'agriculture, sur les transformations radicales de l'agriculture, l'abandon de l'agro-industrie, etc. Sauf qu'il y a des propriétaires terriens qui sont libres propriétaires terriens, usus et abusus, qui nous font des kilomètres de plantations de tomates alimentées hors sol, des asperges, des fraises, etc., sur des hectares et des hectares. Comment fait-on ? Parce que là se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas des trucs de réquisition des terres négocier ? Donc un État. Oui, mais si tu veux, je trouve que ça, c'est un État aussi par rapport à la question de la propriété. Et il ne s'agit pas de nationaliser, c'est pas dans ces termes-là, mais la question de foncière. Hein, et ça passe pas que par l'État aussi, la question foncière. Les municipalités, par exemple, tout ce qui a été aujourd'hui mis en avant sur le municipalisme, sur les propositions de Bookchin, par exemple. Bon, je trouve il me semble que à côté de ce rôle nécessaire de l'État résilient, tel que tu l'as expliqué, il me semble qu'il faut en même temps, il faut tenir les 2 bouts, quoi, parce que... Tout à fait d'accord. Ouais. Voilà. Parce non, mais il y a encore plein de choses à écrire. Hein. Parce qu'il y a une petite amorce. Non, mais si tu veux. Geneviève et Dominique, juste une question qui prolongera celle de Geneviève. Ce qui m'a étonné quand même un peu aussi dans ce texte par rapport à l'État, c'est que quelque part, vous abandonnez totalement l'idée d'institution supranationale, quoi, en écrivant les choses de cette manière-là. C'est-à-dire, quelque part, la dimension supranationale n'existe plus dans le texte, il me semble. Non, pas du tout. Alors, je vais repartir de la question de la propriété. Effectivement, c'est un chapitre qui manque. Mais déjà, pour bien comprendre, ce texte, il y a une vision derrière. La vision, elle est très claire, c'est que notre société, elle se construit à la fin du XVIe et entre le XVIIe et le XVIIIe, elle construit son armature intellectuelle. Et cette société, elle est très claire, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'une finalité, c'est très différent des sociétés traditionnelles, nous autres modernes. La seule finalité qui nous reste est en fait une finalité en creux, puisque c'est une accumulation de moyens. On doit accumuler des richesses matérielles. Et en fait, c'est devenu une espèce de piège. D'une part, c'est mortifère, c'est ce qui détruit les équilibres sur la planète, et ça renvoie à la question du rythme tout à l'heure. Ça finit par produire une machine compétitive qui exerce une pression sur chacun de nous qui est mortifère.
Et la seule puissance qui peut contrer ça, on vient de le voir avec la crise du Covid, ce sont précisément les États. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel État. Si c'est un État policier, c'est mal barré. Alors, nous, l'État en question, il est très clair, il est en fait relativement limité, contrairement à ce que vous pouvez croire. Il va être là simplement sur un certain nombre d'instruments clés. Et c'est comme mon quota. Le quota, c'est un instrument qui peut paraître très lourd, mais en fait, derrière, il suscite une auto-organisation qui est très importante. Et l'État, il ne va pas se mettre à organiser à la place. Le fait de dire, ben voilà, on doit arriver à cet objectif, ça n'est possible qu'en revanche, et ça on le dit très clairement, que si on laisse les acteurs le faire. On n'est pas du tout dans un État dirigiste, on est dans un État qui est l'intermédiaire, et c'est pour ça que c'est fou l'histoire d'absence d'organisation internationale. Au contraire, on sait très bien, et je vous l'ai redit tout à l'heure, que nos biens globaux, enfin nos biens fondamentaux sont des biens globaux. Et que les objectifs doivent être définis, en fait, en coordination avec les États à cette échelle-là. Donc on a absolument besoin de cet échelon de coordination. Moi, je veux bien le municipalisme libertaire, ça me plaît bien aussi. Mais en fait, si chacun fait son petit charbon dans son coin, tu auras exactement les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. On a besoin de ce jeu de coordination. Donc là, c'est un État qui veille, qui coordonne, qui s'arc-boute sur le long terme, qui dit, ben voilà, et n'oubliez pas que nos quotas, ils sont votés par référendum. Si on ne l'accepte pas, ça ne marchera jamais. Que cet État en question, c'est un État qui parie sur l'intelligence de tout un chacun et l'intelligence collective et organisationnelle. Ça ne marche pas autrement. Donc, peut-être que vous avez une sorte de lecture, si tu veux, un peu trop traditionnelle par rapport à ce qu'on a dit. Si vous voyez Jupiter dans ce qu'on raconte, alors là, c'est foutu. Je vous dis tout de suite, laissez-le où il est. Vous nous l'avez déjà collé au début, ne nous le ramenez pas à la fin. On va le laisser analyser. Ce n'est pas du tout ce dont on a besoin. Ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher. C'est un État, encore une fois, qui est sur un certain nombre d'objectifs qui se comprennent en articulation entre l'échelon national et les échelons globaux. Mais s'il n'y a pas de l'autonomie en dessous, ça n'a aucun sens. Regardez le chapitre, et je remis un petit paragraphe pour rappeler ce qu'on proposait dans le livre de 2011. Évidemment qu'on proposait le retour à un régime parlementaire. Enfin, Jupiter est ridicule. Regardez la gestion par l'Allemagne. Et regardez notre gestion à nous. Vous avez un président de la République qui avertit 13 minutes avant ses ministres de ce qu'il va dire dans une communication qui est censée donner le là à tout le pays. C'est absurde. C'est totalement absurde. Là-dessus, on est d'accord. Hein, j'imagine bien. Mais si vous ne passez pas de ça au municipalisme libertaire, ce n'est pas sérieux, les amis. Attends, moi, je n'ai pas dit que c'était. Je n'ai pas dit. Oui, je sais bien, Geneviève. Je n'oppose pas, mais je dis que ça va avec. C'est de la polémique. C'est bon. Autant ça marche quand ça s'emboîte. Et effectivement, moi, je suis dans un pays fédéral où chaque commune a un gros pouvoir. Et je peux vous assurer que ça marche beaucoup mieux. Mais il y a quand même un État fédéral qui est censé être le garant d'un certain nombre d'objectifs communs. C'est ça la fonction de l'État. Objectif commun, calé sur un temps long. Et justice. Donc, c'est pas, on n'est pas des maniaques, sinon Pablo n'aurait jamais signé, on n'est pas des maniaques du dirigisme. On n'a pas fait un stage, les 7, à Matignon et à l'Élysée avant d'écrire. En Corée du Nord. On aimerait mieux plutôt les prendre en stage chez nous. Mais bon, c'est évident. Donc, faites attention. Effectivement, le mot, si tu veux, le mot est lié à une certaine forme de tradition, mais revenons à nos fondamentaux. Que disait Clastres? Celui qui a travaillé le plus sur les peuples sans État, c'est que quand tu atteins une certaine taille, tu ne fais pas. Et quelqu'un comme Scott aujourd'hui, qui est anarchiste, tu dis, ben voilà. Alors que effectivement, dans un monde qui va, et on ne sait pas ce vers quoi on va aller, on n'en sait rien du tout, mais que dans un passé lointain, on puisse un jour se débarrasser de cette institution, mais pourquoi pas? Ça, moi, ça me gêne absolument pas, je trouve ça bien, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, dans la phase de transition on est, elle est incontournable.
à condition qu'elle soit conçue d'une certaine manière. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'il y a tout un chapitre sur l'aspect institutionnel, etc., pour effectivement casser cette machine dirigiste à la française qui est dysfonctionnelle. Mais c'est vrai que c'est une première ébauche, donc il faut travailler ça. Mais je voulais juste rappeler pour les auditeurs ou les, je sais pas comment on dit, téléspectateurs, facebookiens, qui n'ont pas lu ou vu le texte, c'est sur le site, Dominique, de La Pensée écologique. Et ça sort en livre dans... Proposition pour un retour sur Terre. Et ça sortira en livre mi-juin. On me dit qu'on avance vers la fin, là, on a en gros 5-10 minutes pour terminer. On me dit aussi, pose la question à tes invités du type un exemple concret permettant aux gens de ne pas s'effondrer mentalement. Vous avez 2 minutes chacun pour ne pas nous effondrer mentalement. Et on conclura là-dessus. Voilà, exactement. J'ai pas entendu, pardon. Ah, excuse-moi, je répète, je dis, on me demande de poser la question aux invités sur un exemple concret permettant aux gens de ne pas s'effondrer mentalement à l'heure d'aujourd'hui. Pablo, il a une réponse déjà. Il a répondu. Vous avez entendu la question ou pas? Oui. C'est compliqué. J'ai entendu la réponse de Pablo. J'entends le besoin de concret, on veut du concret, on veut du positif. Moi, j'entends ça depuis 10 ans. Il y en a plein. Enfin, moi, je suis plutôt bon dans l'abstrait, dans le négatif. Mais c'est pas grave. On va tisser avec. Moi, ce que je voudrais finir en fait par le paradoxe qu'on a soulevé tout à l'heure, qui est que on est sur Zoom, on est sur des ordinateurs. Toute mon confinement s'est super bien passé en fait. C'est un des mois, parmi les semaines les plus chouettes que j'ai vécues, et j'aimerais bien que ça continue, pour être franc. Et il y a plein de gens qui sont dans le même cas que moi. Et en fait, tout s'est bien passé. Pourquoi? Parce qu'on a un petit fil qui vient au hameau, là on est dans la montagne, qui nous amène Internet, et un autre qui nous amène l'électricité. Si on n'a plus ces 2 petits câbles, en fait, on est extrêmement vulnérable. La pandémie, on ne va pas du tout la vivre de la même manière. Donc, c'est juste pour montrer que là, le confinement, il était vraiment massivement électronique et que c'est un grand danger et ça nous pèse. Donc, pour moi, le déconfinement, l'un des grands objectifs, ça sera la sortie de l'électronique. La sortie, pourquoi pas, on se donne un objectif cette année de sortir de tous les réseaux sociaux, et l'année prochaine de sortir du monde du smartphone. Oui. Voilà un objectif massif. Et on verra comment on vit les prochaines pandémies, parce qu'il faudra se préparer à des confinements sans smartphone et sans Internet. Mais il y a moyen, avec de l'entraide, avec du local, avec de la débrouille et de l'autogestion. Et on organise une grande fête dans la Drôme. Mais partout, local. Si tu veux reglobaliser la fête dans la Drôme, ça va pas marcher. Geneviève, tout le monde aller dans la Drôme. Oui, moi j'ai pas de remède, mais pour poursuivre ce que je disais précédemment, moi ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est tous les réseaux d'entraide autogérés qui se sont construits. Et ça m'a fait beaucoup de bien, je dois dire, plus que même le Zoom, etc. Ça a été fondamental. Et pour plein de personnes que je ne connaissais absolument pas dans ma rue, etc., etc. Voilà pourquoi je suis sensible beaucoup à ces sujets horizontaux. Et pour revenir à la discussion quand même, ma crainte aujourd'hui, et sur le texte que vous avez écrit, j'en partage totalement et l'intention, parce que je vous connais aussi, et l'ambition, c'est-à-dire que c'est pas uniquement en faisant de l'entraide locale qu'on va arriver à véritablement relever le défi, mais je suis très inquiète là de la demande qu'il y a de sécurité. Alors la sécurité c'est tout à fait légitime, mais la sécurité c'est du sécuritaire aussi qui est demandé, d'un État fort. Les discussions qui ont eu lieu finalement qui disaient les pays où il n'y a pas de démocratie, finalement ça s'est passé beaucoup mieux.
parce que là, il y a le moyen d'imposer. Donc, je crois que sur l'État, je comprends très bien le propos que vous avez voulu mettre en avant, mais sur l'État, vraiment, il y a toute une réflexion à faire parce qu'il y a une demande aussi d'État fort, une sorte de fatalité d'impuissance qu'on voudrait bien déléguer à un État qui s'occupe de nos affaires, de notre santé, de notre… etc., etc. Et bon, et ce que ça a montré, là, quand même, la crise, c'est que la santé, c'est pas uniquement l'hôpital, quoi. Oui, parce que les gens qui ont été atteints, c'est des gens qui, par ailleurs, ont les maladies de notre civilisation occidentale, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, bon, etc., etc. Et là, le virus a attaqué dur. Et j'ai été frappée aussi des discours qu'on a sur l'Afrique, extrêmement intéressant, et j'espère que là, l'européocentrisme en a pris un petit coup quand même, encore une fois, et l'occidentalocentrisme, il est probable qu'en Afrique, il y a beaucoup de souffrances, de difficultés, de morts. Il y aura sûrement plus de morts de la faim, parce qu'il y a déjà des problèmes d'approvisionnement en Afrique. Nous ne les avons pas, mais en Afrique, il y a déjà des problèmes d'approvisionnement, que les confinements, etc., accroissent ces problèmes d'approvisionnement, mais nous découvrons médusés, alors que depuis 1 mois et demi, on attend la fulgurance de l'épidémie en Afrique, on attend un raz-de-marée du virus en Afrique. Ben non. Alors certes, les chiffres ne sont pas tout à fait bons, mais on entend des interviews de médecins dans les hôpitaux, à Lagos, etc., dans lesquels ils disent, on n'est absolument pas débordé pour l'instant par le corona. Ça fait 1 mois et demi qu'on nous bassine avec attention l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, il y a moins d'obésité, il y a moins de diabète, beaucoup de jeunes. Il y a moins de maladies cardiovasculaires. Alors, il y a d'autres fléaux, je dirais. Et c'est de ça dont les Africains vont mourir aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est quand même très questionnant. Il faut qu'on les prenne en pleine figure, ces questions-là, et qu'on les… Bon. Voilà pourquoi, sur l'État, ma crainte pour l'avenir, c'est l'État fort, les sauveurs providentiels ou providentiels qui pourraient prendre en charge tout ça. Alors, Dominique, un petit mot de conclusion. Oui, 2 mots quand même, Alain, de conclusion. Première, quand même, il faut bien distinguer l'État garant de l'État fort. Et l'État fort, c'est une illusion qui se termine en général toujours très très mal. L'État garant, c'est tout autre chose. Et l'État garant, il est impuissant s'il n'y a pas des acteurs qui agissent avec leur intelligence et leur cœur. Ensuite, sur comment on fait, je vais peut-être vous parler complètement stupide, mais moi, ce qui me permet de tenir de manière générale, puisque ça fait quand même 30 ans que j'ai le nez dans ce cambouis qui se durcit d'année en année, eh bien, c'est de savoir que j'appartiens à une lignée d'êtres humains qui n'a cessé de vivre des épreuves, très probablement parfois infiniment plus fortes que celles que je n'aurais jamais à vivre. Et que ces humains ont toujours vécu parce que quelque part, ils avaient l'intuition que le monde, c'était plus que ce qu'ils voyaient. Ben moi, ça m'aide beaucoup à tenir. Merci Dominique, merci à vous trois. Je crois qu'on a eu un échange de très bonne qualité. J'étais très content de vous revoir, même si ce n'est pas physiquement, mais à travers la visioconférence. Et j'espère qu'on aura l'occasion de boire un verre ensemble très prochainement. En 2022. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci à toutes et à tous. À bientôt, à tout le monde. Salut tout le monde et merci. Merci à tout le monde.